Et si la dernière scène d'un acteur devenait sa fin réelle? Si le rideau ne se refermait jamais, parce que la mort avait volé le script? Voici 30 artistes qui sont morts sous les projecteurs. Sur scène. En plein tournage. En direct. Devant les caméras ou les yeux d'un public qui croyait à une simple performance. Du rire étouffé de Tommy Cooper, à la chute silencieuse de Brandon Lee, jusqu'à la dernière note de Neil Armstrong. Ces histoires sont vraies. Et vous n'oublierez jamais leur dernier souffle. Imaginez un comédien légendaire, qui meurt en jouant le rôle d'un homme mourant. C'est l'ironie cruelle et historique de Molière, géant du théâtre français. Le 17 février 1673, à Paris, il monte sur scène pour interpréter le malade imaginaire. Il tousse, sa voix tremble, son corps faiblit. Le public applaudit, pensant à un jeu d'acteur magistral, mais la vérité est bien plus tragique. En réalité, Molière est en train de mourir. Victime d'une hémorragie interne, il s'effondre à peine après avoir quitté la scène. Transporté chez lui, il meurt quelques heures plus tard, toujours vêtu de son costume de scène. Ironie du destin. À l'époque, les comédiens n'étaient pas considérés comme dignes d'un enterrement chrétien. Il a fallu l'intervention du roi Louis XIV pour lui accorder une sépulture. Un destin théâtral jusqu'à la dernière scène. Molière n'a pas simplement vécu pour l'art. Il en est littéralement mort. Londres, 15 avril 1984. Le public est hilar. Sur la scène du théâtre Her Majesty's, l'humoriste britannique Tommy Cooper enchaîne les gags avec son célèbre chapeau rouge, le fez. Soudain, il chancelle. Il recule, le visage figé, puis s'effondre en arrière, en direct, à la télévision. Le public éclate de rire. Pourquoi? Parce que Tommy Cooper était un maître de l'humour maladroit, et beaucoup croient que cette chute fait partie du sketch. Même les techniciens en régie pensent à un effet comique. Mais il ne se relève pas. Il vient d'être victime d'une crise cardiaque foudroyante, à l'âge de 63 ans. Il meurt quelques minutes plus tard, derrière le rideau, pendant que le public continue de rire sans savoir. Le comédien est mort sur scène. Littéralement. Et son dernier souffle aura été un rire de trop. Reading, Angleterre de 2019. Dans un petit comédie club, un humoriste entre sur scène. Il s'appelle Ian Cognito, un vétéran de la scène britannique, connu pour son style brut, imprévisible, parfois dérangeant. Ce soir-là, il plaisante sur la mort. Il lance au public, « Imaginez, je tombe mort là, maintenant, devant vous. » Ce serait un bon final, non? Quelques secondes plus tard, il s'effondre sur sa chaise, le souffle coupé. Silence. Le public rit. Il pense à une mise en scène géniale, un comédien qui va trop loin pour faire rire. Mais Cognito ne bouge plus. Il ne respire plus. L'animateur du spectacle finit par s'approcher. Trop tard. Le cœur de Ian Cognito s'est arrêté, juste après avoir ironisé sur sa propre mort. Il aura tenu sa dernière promesse, mourir avec un punchline. Mais personne n'était prêt pour que ce soit la vérité. Londres, mai 2019. Dans une salle pleine de fans, le catcheur mexicain Silver King monte sur le ring. De son vrai nom César Cuauhtémoc González Barón, il est une légende de la lucha libre, connu aussi pour son rôle dans le film Nacho Libre aux côtés de Jack Black. Ce soir-là, il affronte Juventud Guerra. Le public est en délire. Les acrobaties s'enchaînent, les prises s'intensifient. Et puis soudain, Silver King chute. Il ne se relève pas. Il tente de bouger, une fois, deux fois, puis plus rien. Son adversaire croit à une simulation. Le public aussi. Mais la réalité est brutale. Silver King vient d'être frappé par une crise cardiaque en plein ring. Les secours interviennent, trop tard. Il meurt devant des centaines de spectateurs, son masque encore vissé sur le visage. Il est tombé en combattant. Pour lui, la scène était un ring, et la dernière cloche venait de sonner. Fin du 19e siècle, en Allemagne. Un illusionniste du nom d'Arnold Buck présente un numéro qui fascine les foules, la balle magique. Le principe? Un spectateur choisit une arme.
Arnold l'examine, la charge lui-même, la donne à un assistant, puis se place devant le canon, prêt à recevoir la balle sans une égratignure. Le secret ? La balle réelle est remplacée à la dernière seconde. Un classique du répertoire magique. Mais ce soir-là, quelque chose cloche. L'assistant est novice, nerveux, et oublie de retirer la véritable balle. Un coup de feu éclate. Le public applaudit, pensant à une mise en scène spectaculaire, jusqu'à ce que le sang jaillisse. Arnold s'effondre. La balle a transpercé sa cage thoracique. Il meurt quelques instants plus tard, tué par son propre tour de magie. L'illusion avait trop bien fonctionné. Le rideau est tombé, sur un dernier acte tragique. Los Angeles, 11 septembre 2003. Sur le plateau de la sitcom 8 Simple Rules, l'ambiance est joyeuse. Les caméras tournent, les techniciens rient. John Ritter, acteur légendaire révélé dans Three's Company, incarne un père drôle et maladroit, adoré des spectateurs. Mais pendant une pause de tournage, John ressent une vive douleur à la poitrine. Il s'excuse, sourit à l'équipe et sort. Tous pensent à un simple malaise. Mais en coulisses, la situation empire. Son cœur lâche. Il est transporté en urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une dissection aortique, souvent confondue avec une crise cardiaque. Trop tard. Quelques heures plus tard, John Ritter décède. Il avait 54 ans. Le choc est immense. Il venait de tourner une scène, de père aimant, blaguant avec ses enfants. La série continuera, mais plus rien ne sera pareil. Le rire avait perdu l'un de ses plus grands visages. En 2010, une nouvelle série fait sensation, Spartacus, Blood and Sand. Au centre de cette épopée sanglante, un héros charismatique, intense, bouleversant, Andy Whitfield, acteur gallois au regard d'acier. À 38 ans, il est à l'aube d'une carrière fulgurante. Mais pendant la préparation de la saison 2, il ressent une fatigue inhabituelle. Des examens révèlent un diagnostic terrible, lymphome non-hodgkinien, un cancer agressif du sang. Il interrompt le tournage. Les fans attendent, les producteurs espèrent. Pendant un temps, Andy combat, se relève, sourit au monde en disant « Je suis prêt à me battre comme Spartacus ». Mais la maladie revient. Plus forte. Plus rapide. Le 11 septembre 2011, Andy Whitfield meurt, entouré de sa femme et de ses enfants. Son dernier mot aurait été un simple murmure, « grâce ». Il était Spartacus. Et comme le vrai, il est tombé jeune, mais immortel dans la mémoire. Dallas, Texas. Dans les années 1980, un homme incarne à lui seul la trahison, la richesse et les manipulations sans fin. Cet homme, c'est J.R. Ewing, joué par le légendaire Larry Hagman. Pendant plus de 14 ans, il règne sur la série Dallas, devenant l'un des méchants les plus emblématiques de la télévision. Après des décennies d'absence, il revient en 2012 pour le reboot tant attendu de la série. Mais ce que personne ne sait, c'est que Larry Hagman lutte en silence contre un cancer de la gorge, puis contre une leucémie agressive. Il continue de tourner, sans jamais se plaindre, souhaitant offrir un dernier hommage à son personnage. Le 23 novembre 2012, entre deux épisodes, Larry Hagman meurt à 81 ans dans un hôpital de Dallas, la ville qu'il avait rendue célèbre. Les scénaristes décideront d'intégrer sa mort à l'histoire, en lui offrant une sortie digne. J.R. meurt mystérieusement, laissant un dernier plan machiavélique en héritage. Larry est parti comme il a vécu à l'écran, dans le secret, dans l'élégance et en pleine lumière. Année 2000. Les Sopranos révolutionnent la télévision. À la tête de cette saga mafieuse et psychologique, un homme troublé, Tony Soprano. Mais dans l'ombre de ces crises se dresse une présence encore plus inquiétante, Livia Soprano, sa mère. Froide, manipulatrice, terriblement réaliste. Cette matriarche glaçante, c'est Nancy Marchand, actrice de théâtre respectée, au regard perçant et à la voix mordante. Elle incarne la culpabilité maternelle comme jamais vue à l'écran. Mais pendant le tournage de la saison 3, Nancy lutte secrètement contre un cancer du poumon. Elle veut finir la saison, mais son état se dégrade. Le 18 juin 2000, elle décède à l'âge de 71 ans, avant de pouvoir tourner ses dernières scènes.
La production, bouleversée, décide de lui offrir un adieu numérique, utilisant des images de synthèse et des scènes recyclées pour faire ses adieux à Tony et aux spectateurs. Nancy Marchand a quitté la scène comme son personnage l'aurait voulu, sans larmes, sans pardon, mais inoubliable. Il était la voix de l'humour américain des années 90. Dans Saturday Night Live, il brillait par ses imitations parfaites. Dans Les Simpsons, il incarnait 3M McClure, le comédien déchu qu'on a pu voir dans Phil Hartman, c'était l'élégance du sarcasme, le calme du clown adulte. Mais derrière ce masque se cachait un homme discret, épuisé par une vie conjugale instable. Le 28 mai 1998, à Los Angeles, sa femme Bryn, sous l'effet de drogue et d'alcool, tire sur lui pendant qu'il dort. 2 balles en pleine tête. Le lendemain matin, après avoir raconté l'histoire à des amis, elle se suicide. L'Amérique est sous le choc. Le rire s'est tué dans un drame domestique. Les Simpsons perdent l'une de leurs voix les plus cultes. Saturday Night Live perd une légende. Phil Hartman ne s'est pas effondré sur scène. Il a été arraché à la vie, dans le silence d'une nuit tragique. Elle s'appelait Christina Grimmie, et elle chantait avec l'âme d'un ange. Révélée sur YouTube, puis finaliste de The Voice USA, sa voix envoûtait, sa gentillesse désarmait. À 22 ans, elle était l'une des étoiles montantes de la pop américaine. Le 10 juin 2016, à Orlando, elle donne un concert intime. Une soirée parfaite. Après le show, elle reste comme toujours pour saluer ses fans, signer des autographes, offrir des câlins. Mais parmi eux, un homme armé s'approche. Il sort un pistolet. 3 coups. Christina s'effondre dans les bras de son frère. Le tireur se suicide sur place. Le silence tombe. L'Amérique pleure. Ce drame relance les débats sur la sécurité des artistes, sur la violence, sur la fragilité de nos icônes. Christina Grimmie est morte comme elle a vécu, proche de ses fans, généreuse, mais sans défense face à la haine. Sur une croisière gospel, au milieu de l'océan, les vagues bercent les cœurs. Sur scène, un pianiste virtuose donne vie à chaque touche. Anthony Burger, prodige de la musique chrétienne, est en plein récital. À 44 ans, il a tout surmonté, des brûlures graves dans son enfance, une carrière sabotée par les douleurs, mais il est revenu, plus fort, jouant pour Dieu et pour la paix. Ce soir-là, il interprète We Shall Build Him. La salle est suspendue à ses mains. Mais soudain, ses bras s'arrêtent, figés sur les touches. Il bascule lentement sur le côté, et ne se relève pas. Victime d'une crise cardiaque fulgurante, il meurt au piano, sur scène, devant des centaines de fidèles silencieux, émus sans comprendre. Sa dernière note fut une prière. Sa dernière scène, un passage. Anthony Burger est parti, dans la musique. Le 8 avril 2025, à Saint-Domingue, la légendaire discothèque G7 vibrait au rythme du merengue. Sur scène, Ruby Perez, surnommée la voix la plus haute du merengue, interprétait son tube de Color de Rosa, devant une foule en liesse. Soudain, sans avertissement, le toit du bâtiment s'effondre. Le chaos s'installe. Parmi les décombres, des cris, des prières, et la voix de Ruby, chantant pour signaler sa présence au secours. Malgré les efforts des sauveteurs, Ruby Perez succombe à ses blessures à l'âge de 69 ans. L'accident fait plus de 230 morts, dont des personnalités comme l'ex-joueur de baseball Octavio Dotel et la gouverneure Nelsie Cruz. Né en 1956, Ruby avait vu son rêve de devenir joueur de baseball brisé par un accident. Il s'était alors tourné vers la musique, rejoignant l'orchestre de Wilfrido Vargas avant de lancer une brillante carrière solo avec des titres comme Volvré et Dame Veneno. Le 10 avril, une cérémonie d'hommage a lieu au Théâtre National Eduardo Brito, en présence du président Luis Abinader, de la première dame et de nombreuses figures du monde artistique. Beaumont, Texas, 17 juin 2023. Le public est debout, les téléphones levés, les basses font vibrer la salle. Sur scène, un géant du rap texan donne tout. Big Pocket, pionnier du Choped and Screwed, icône du collectif Screwed Up Click. Il commence à rapper, calmement, avec sa voix grave et lente. Et puis, un souffle coupé.
Il s'effondre, lourdement, sur le côté de la scène. Au début, les spectateurs pensent à une mise en scène. Mais la musique s'arrête. L'équipe accourt. Il ne répond plus. Transporté d'urgence à l'hôpital, Big Pokey décède quelques heures plus tard, à seulement 45 ans, victime d'un arrêt cardiaque soudain. Les vidéos deviennent virales. Le choc est immense. Houston perd l'un de ses pères fondateurs, un rappeur discret mais respecté, souvent appelé le cœur silencieux du Sud. Big Pokey est tombé sur scène, comme un soldat du son. Son flow s'est arrêté, mais son empreinte, elle, reste éternelle. Rochester, New York, 28 octobre 1965. Dans une salle de concert feutrée, les lumières se tamisent. Sur scène, un homme souffle dans son saxophone alto avec une précision divine. Earl Bostic, maître du jazz, du rhythm and blues, et pionnier du son smooth. Connu pour ses morceaux comme Flamingo ou Harlem Nocturne, il est aussi l'homme qui a influencé John Coltrane et Stan Getz. Ce soir-là, comme toujours, il joue avec passion. Mais alors qu'il entame un solo, il s'effondre brutalement. Le public croit d'abord à une mise en scène, une exagération de musicien. Mais non. Son cœur s'est arrêté, foudroyé par une crise cardiaque en pleine performance. Il avait 52 ans. La salle reste figée. Son sax repose au sol. Plus un son. Earl Bostic a soufflé sa dernière note en concert. Il n'a pas quitté la scène, il l'a honoré jusqu'à la fin, comme un vrai jazzman. Chicago, 27 août 1971. Sur la scène du Civic Center, un hommage vibrant est rendu à une légende disparue quelques semaines plus tôt, Louis Armstrong. Et parmi les musiciens présents, une femme imposante par son talent, sa grâce et son histoire, Lil Hardin Armstrong, son ex-épouse. Pianiste brillante, compositrice, arrangeuse, elle fut bien plus que la femme de Louis. Elle a façonné son style, l'a propulsé sur la scène jazz, et a contribué à définir l'âge d'or du genre. Ce soir-là, Lil joue avec émotion. Elle interprète Saint Louis Blues, les yeux fermés, les doigts tremblants sur les touches. Et puis soudain, elle s'effondre sur le clavier. Le public reste figé. Les musiciens s'arrêtent. Elle vient de succomber à une crise cardiaque en plein hommage à l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Lil Hardin Armstrong a quitté ce monde au rythme du jazz et de l'amour. Elle est morte en célébrant celui qu'elle avait aidé à devenir immortel. New York, 2 avril 1951. Le prestigieux Carnegie Hall est plein à craquer. Sur scène, un homme salue discrètement, s'assoit au piano, et plonge dans les premières notes de l'un des concertos les plus exigeants, le concerto numéro 1 de Grieg. Son nom, Simon Barrère, pianiste russe au jeu fulgurant, considéré comme l'un des plus rapides et brillants de sa génération. Un maître du romantisme, admiré pour son intensité. Mais à peine quelques minutes après avoir commencé, un frisson parcourt la salle. Barrère, en plein passage virtuose, s'effondre sur le clavier, violemment. Les cordes du piano résonnent d'un son dissonant, brutal. La musique s'arrête net. Les secours arrivent. Trop tard. Il vient d'être victime d'une hémorragie cérébrale massive. Il meurt en coulisses, à seulement 50 ans. Le concert ne reprendra pas. Le public, bouleversé, quitte la salle dans un silence glacial. Simon Barrère est parti comme un mythe romantique, en pleine lumière, au sommet de son art, foudroyé par le destin. Londres, 1913. Dans un théâtre victorien aux dorures fanées, le public se rassemble pour écouter un homme devenu une légende du sentiment musical, Auguste Van Bien, violoncelliste et acteur néerlandais. Ce soir-là, comme toujours, il interprète son œuvre la plus célèbre, The Broken Melody, une pièce qu'il joue depuis plus de 20 ans. Chaque note est un cri d'amour, chaque silence, une larme retenue. Alors qu'il entame la dernière partie, penché sur son instrument, il ralentit, sa respiration s'alourdit, puis il s'écroule sur son violoncelle. Une attaque cardiaque, foudroyante. Sur scène. Devant le public, figé dans un respect instinctif. Les spectateurs croient à une mise en scène. Mais l'orchestre s'arrête. Le rideau ne se ferme pas, car la réalité est déjà tombée.
Auguste Van Bien est mort au sommet de sa mélodie brisée. Son cœur s'est arrêté là où il a toujours vécu, au creux des cordes de son violoncelle. Vallejo, Californie, 1988, le soleil se couche sur un festival en plein air. Le groupe War monte sur scène. Fusion de funk, soul et rock psychédélique, leur musique fait danser des générations entières. Au centre, entre les cymbales et les congas, un homme bat la mesure du monde. Papa Dee Allen, percussionniste légendaire, ancien membre de la guerre du Vietnam devenu messager de paix par la musique. Il entame Cisco Kid, les mains agiles, le sourire aux lèvres. Mais soudain, ses bras se figent. Son regard se vide. Il s'effondre, en pleine pulsation. Arrêt cardiaque. Les secours tentent de le ranimer sur scène. Rien n'y fait. Il meurt sous les projecteurs, à 57 ans, devant ses frères de scène et un public figé dans le silence. Le concert ne reprendra jamais. Papa Dee Allen a quitté la scène en pleine vibration. Il est parti en rythme, là où il avait toujours vécu, au cœur du groove. Année 1990. Les boîtes de nuit vibrent au son mystique et hypnotique de l'Eurotrance. Parmi ces sons, un nom résonne avec une aura culte, Brun Bug. Derrière ce pseudonyme, Alberto Bertapel, producteur et DJ italien. Son tube Nightmare devient une icône des pistes sombres, un morceau presque hanté, à son image. Il se fait discret, mystérieux, presque absent des médias. Mais un soir de 2016, dans un club underground à Milan, Brun Bug monte sur scène pour un set surprise. Il est plus âgé, fatigué, mais les fans l'attendaient depuis si longtemps. La musique commence. La salle est en transe. Il mixe Benedictus, son autre classique, quand soudain, il s'écroule sur la table de mixage. Un choc, un cri. La musique continue, seule. Les secours n'arriveront pas à temps. Victime d'un arrêt cardiaque, Brun Bug meurt en live, les lumières stroboscopiques encore battant autour de lui. Il est parti comme il a vécu, dans l'ombre, dans le son, dans l'écho d'un cauchemar musical devenu réalité. Wilmington, Caroline du Nord, 31 mars 1993. Sur le plateau du film The Crow, une scène dramatique est en cours. Le personnage principal, Eric Dravan, entre dans son appartement. Il se fait tirer dessus. Tout est chorégraphié. Tout est censé être sous contrôle. Mais lorsque l'arme factice est déchargée, une vraie balle sort du canon. Brandon Lee, 28 ans, s'effondre. L'équipe pense à une performance. Mais le sang est réel. La panique monte. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, opéré pendant plusieurs heures. Trop tard. Il meurt cette nuit-là. Fils du légendaire Bruce Lee, lui aussi mort jeune dans des circonstances étranges, Brandon semblait porter une malédiction familiale. Le film sera terminé à l'aide de doublures et d'effets spéciaux. Il deviendra culte et tragiquement prophétique, It Can't Rain All the Time. Brandon Lee n'a pas terminé son film, mais il est devenu une légende. Un ange noir foudroyé au milieu d'un rêve en pleine nuit. New York, 22 janvier 2008. Dans un loft silencieux, l'un des acteurs les plus brillants de sa génération est retrouvé inerte, entouré de scénarios, de carnets de notes et de médicaments. Heath Ledger, 28 ans. Le monde découvre qu'il est mort d'une overdose accidentelle de somnifères, anxiolytiques et antalgiques. Mais ce n'est pas seulement la drogue qui a eu raison de lui, c'est l'intensité avec laquelle il vivait ses rôles. Quelques mois plus tôt, il incarnait un Joker terrifiant dans The Dark Knight. Un clown anarchiste, instable, dont il disait « Je dors à peine, je suis enfermé dans sa tête ». Mais au moment de sa mort, est tourné un autre film, étrange et onirique, The Imaginarium of Dr. Parnassus. Sa disparition bouleverse tout. 3 acteurs Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell reprennent le rôle à sa place, chacun incarnant une facette de son personnage. Heath Ledger n'a pas quitté la scène, il s'est dissous dans l'imaginaire. Et aujourd'hui encore, il hante chaque plan de ses derniers rôles. Australie, 4 septembre 2006. Le soleil tape sur les eaux turquoises de la Grande Barrière de Corail. Caméras allumées, masques vissés, Steve Irwin tourne un documentaire intitulé Ocean's Dead List.
Mais ce jour-là, il filme une scène tranquille, hors script, pour les enfants. Il plonge, s'approche d'une raie pastenague, animal généralement pacifique. Soudain, l'animal agite sa queue et frappe en plein cœur. Steve retire l'aiguillon, titube, puis s'effondre. Tout est filmé. L'équipe tente de le sauver, mais c'est trop tard. Il meurt à 44 ans, laissant derrière lui un monde choqué, une femme, 2 enfants et des millions de fans. Connu comme The Crocodile Hunter, il avait passé sa vie à défendre la vie sauvage, avec passion et tendresse, même envers les animaux les plus dangereux. Ironie tragique, ce n'est pas un crocodile qui l'a tué, mais une créature qu'il n'aurait jamais voulu blesser. Steve Irwin est mort comme il a vécu, au cœur du sauvage. Floride, 15 juillet 1974. Il est 9 h du matin. L'émission d'information Syncoast Digest commence comme tous les jours. Derrière le bureau des actualités, Christine Schubeck, 29 ans, journaliste brillante, solitaire, et rongée par une profonde dépression. Elle ouvre son journal, lit quelques nouvelles locales, puis annonce, d'un ton neutre, « Dans le cadre de notre politique de diffusion des dernières nouvelles sanglantes, vous allez maintenant assister à la toute première tentative de suicide en direct à la télévision. » Sans trembler, elle sort un revolver de sous la table, et se tire une balle dans la tête. L'écran devient noir. Les spectateurs, horrifiés, croient à un canular. Mais non. Christine est transportée à l'hôpital, et meurt quelques heures plus tard. Ce drame provoque un électrochoc médiatique. Son geste, prémédité, visait à dénoncer la sensationnalisation de l'information, à une époque où les journaux télévisés devenaient plus spectacle que service. Christine Schubeck a laissé un message cruel et limpide. Parfois, la vraie actualité est celle qu'on ne veut pas montrer. Londres, 14 mai 1976. Dans une maison modeste, un homme accorde tranquillement sa guitare. C'est Keith Relf, fondateur et chanteur du groupe mythique The Yardbirds, celui qui a lancé les carrières d'Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page. Mais Keith n'est pas une rockstar arrogante. Il est discret, sensible, passionné de blues et d'expérimentation sonore. Ce soir-là, il joue chez lui, pieds nus, guitare à la main, branché à un ampli défectueux. Un grésillement. Un éclair. Un cri étouffé. Il s'électrocute en direct, seul dans son salon. Sa femme le retrouve plus tard, sans vie. Il avait 33 ans. Les Yardbirds ne connaîtront jamais la gloire qu'ils méritaient. Et pourtant, sa voix rauque et ses textes sombres ont marqué toute une génération. Keith Relf est mort d'un court-circuit, mais il a allumé la mèche d'une révolution musicale. Abidjan, 11 août 2019. La nuit vibre sous les lumières de Yopougon. Des motos rugissent, la foule crie. Sur scène, un homme au charisme explosif, Dji Arafat, icône ivoirienne, surnommé Yorobo, commandant Zabra ou encore Berusama. À 33 ans, il règne sur le coupé-décalé, fusion de sonorités africaines et électroniques. Son énergie est électrique, ses clips visionnés des millions de fois. Mais dans la nuit, il enfourche sa moto puissante, comme toujours. À pleine vitesse dans les rues d'Abidjan, il percute violemment une voiture. Son casque se détache. Sa tête frappe le sol. L'accident est filmé, partagé, puis rapidement censuré. Transporté à l'hôpital, il succombe à ses blessures le 12 août 2019. La nouvelle secoue toute l'Afrique. Des milliers de fans descendent dans les rues. Un hommage national est organisé au stade Félix Houphouët-Boigny. Dji Arafat est mort comme il vivait, à toute vitesse, au sommet de sa gloire. Sa moto s'est arrêtée, mais son rythme, lui, continue de secouer le continent. New York, 27 juin 1993. Dans un petit club moite de Manhattan, le chaos règne. Sur scène, un homme nu, couvert de sueur, de sang et d'insultes hurlées, Gégé Alain, chanteur punk extrême, connu pour ses concerts incontrôlables, souvent interrompus par la police. Ce soir-là, il promet encore une fois à ses fans qu'il mourra sur scène un jour. Le concert dure 20 minutes. Il détruit le micro, frappe un spectateur, sort dans la rue pieds nus, traînant une foule en furie derrière lui. Quelques heures plus tard, dans un appartement du Lower East Side,
il consomme une énorme dose d'héroïne. Il s'endort, pour ne jamais se réveiller. À 36 ans, Gégé Alain meurt comme il a vécu, dans l'excès total, sans excuse, sans gloire, mais fidèle à lui-même. Ses fans organisent un enterrement où son cadavre est exposé avec son blouson en cuir, une bière dans la main et un Walkman. Gégé Alain ne voulait pas plaire. Il voulait choquer. Il n'a jamais quitté la scène. Il l'a brûlé avec lui. France, 11 avril 2006. Sur les plateaux de la série télévisée Père et Mère, tout est prêt pour une nouvelle scène. L'équipe s'installe, les caméras se mettent en place, le réalisateur donne les consignes. Mais Daniel Rialet, qui incarne depuis 2001 le curé Erwan Vernou aux côtés de Christian Roth, ne viendra pas ce jour-là. Quelques heures plus tôt, il s'effondre dans la rue, victime d'une crise cardiaque massive, à seulement 46 ans. La nouvelle foudroie le monde de la télévision française. Daniel Rialet était un acteur apprécié, discret, profondément humain, connu aussi pour son rôle dans Julie Lescaut. Un homme sans scandale, avec un regard bienveillant et une voix douce qui avait conquis le public. La série Père et Mère ne s'en remettra jamais vraiment. Le tournage est interrompu, la fiction rattrapée par la réalité. Daniel Rialet n'a pas quitté son personnage, il l'a incarné jusqu'à son dernier souffle. Le curé est parti en silence, mais les fidèles ne l'ont pas oublié. Los Angeles, avril 2013. Depuis 1973, une femme incarne le pouvoir, l'élégance et la détermination dans le soap-opéra le plus célèbre du monde, Les Feux de l'amour. Son nom dans la série, Catherine Chancellor. Son nom réel, Jeanne Cooper. Pendant plus de 40 ans, elle est l'âme de la série. Elle traverse des dizaines d'intrigues, d'amour, de trahison et de chirurgie, y compris une vraie, intégrée à la série. Mais hors écran, Jeanne lutte contre une maladie pulmonaire sévère. Elle continue de tourner, de sourire, de réciter ses lignes avec grâce. En avril 2013, elle est hospitalisée. Elle ne reviendra pas. Le 8 mai 2013, Jeanne Cooper s'éteint à 84 ans. L'équipe entière des Feux de l'amour est en deuil. La série organise un hommage exceptionnel, où fiction et réalité s'unissent pour dire adieu à la duchesse. Jeanne Cooper n'était pas juste une actrice, elle était une institution. Elle est morte comme elle a vécu, devant les caméras, entourée d'amour et de souvenirs partagés. Hollywood, début 2017. Dans la série à succès NCIS, Los Angeles, un personnage se distingue par son calme tranchant, son ton grave, presque glacial, Owen Granger, incarné par Miguel Ferré. Fils du chanteur José Ferré et de Rosemary Clooney, et cousin de George Clooney, Miguel a toujours baigné dans l'art. Il impose sa présence dans des rôles souvent sombres, Robocop, Twin Peaks, Crossing Jordan, avec une voix grave reconnaissable entre mille. Mais dans les coulisses de NCIS, là, Miguel cache un cancer de la gorge, contre lequel il lutte depuis plusieurs mois. Il continue de tourner, jusqu'au bout. Le 19 janvier 2017, il meurt à l'âge de 61 ans, en plein tournage de la saison 8. La série lui rendra hommage dans un épisode touchant, où son personnage disparaît, comme lui, dignement, discrètement. Miguel Ferré n'a jamais cherché la lumière. Il la faisait trembler. Et c'est dans cette pénombre qu'il nous a quittés, sans bruit, mais pas sans trace. Ces artistes ont quitté la scène, mais leur voix, leur regard, leurs notes résonnent encore. Si leur histoire vous a touché, alors ne laissez pas leur dernier acte sombrer dans l'oubli. Abonnez-vous pour qu'on continue ensemble à honorer ces destins brisés mais inoubliables. Partagez en commentaire l'artiste qui vous a le plus marqué, et pourquoi. Et surtout, partagez cette vidéo, car parfois, se souvenir, c'est offrir une seconde vie.